Merci à vous, merci à tous, bonjour. Donc, comme l'a souligné monsieur, moi je suis Philippe Abadie, le nouveau délégué régional pour l'IGN. Donc c'est un nouveau poste qui a été créé au 1er janvier et par lequel l'IGN souhaite souligner sa réponse au contexte national et puis réaffirmer sa présence en région. Et notamment avec ce poste de délégués régionaux, 15 ont été nommés au total et on est en charge des relations partenariales institutionnelles. Voilà, en particulier. Et en charge de porter la parole institutionnelle de l'IGN. Oh, mais non, je vais regarder. Ça marche? Non, mais sinon, celui-là, ça me va, moi. Voilà. Alors, la majorité d'entre vous doivent le savoir. Nous avons un contexte national important en 2018 sur l'actualité de l'IGN. Donc, notamment une invitation par le gouvernement à l'IGN à rejoindre en tant qu'établissement public l'État plateforme. Donc, un État plateforme, il y a un site internet pour ça qui recense toutes les API publiques qui ont été créées pour faciliter la vie des usagers par rapport à leur administration préférée. Et puis, vous avez le deuxième aspect, c'était la commande d'un rapport parlementaire. Donc ça, c'est important. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu sur l'information géographique. Voilà. Donc les conclusions de ce rapport ont été rendues. Vous allez voir que le reste de la présentation, ce n'est pas l'exégèse du rapport parlementaire, mais c'est quand même, j'essaie de sortir quelques idées, puisque ce rapport concerne les données souveraines. Alors, ce qui est très difficile à faire, c'est de déterminer qu'est-ce que c'est une donnée géographique et en particulier une donnée souveraine. Donc, le rapport introduit une nouvelle définition qui est la donnée souveraine. Donc, l'interprétation qui en est faite, c'est que ce sont des données qui permettent, sur lesquelles la puissance publique, alors tout, hein, l'État, les collectivités, les entreprises privées chargées d'une mission de service public, peuvent s'appuyer dessus en toute confiance pour appliquer des politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement. Donc ce sont en général des données qui répondent à des questions d'indépendance, d'autorité et de légitimité. Donc ce sont des données qui font autorité naturellement. Ce n'est pas une autorité qui est imposée. On va pas, il y a quelques années, le référentiel à grande échelle a été imposé aux administrations françaises en disant vos données doivent se géoréférencer ou se géolocaliser par rapport au RGE. Voilà. On n'avait pas été jusqu'aux collectivités, puisque les collectivités s'administrent librement. Mais voilà, il y avait une injonction d'utiliser ce RGE. Là, la députée considère que les données souveraines vont faire autorité naturellement et s'imposer. Alors, on introduit la notion de données de référence, qui était plutôt dans le rapport Le Maire pour une République numérique. Une donnée souveraine peut être une donnée de référence. Par exemple, la BAN, la base d'adresse nationale, le référentiel parcellaire cadastral unique, ou alors pas forcément. Par exemple, des données qui sont produites par l'IGN pour la défense. Ces données-là ne se retrouvent pas dans le domaine public et donc ne sont pas utilisées par le plus grand nombre. Ce sont quand même des données souveraines. Alors, une donnée de référence par rapport à une donnée souveraine, c'est une donnée qui est utilisée au sens de la députée, hein, toujours. C'est une donnée qui est utilisée par le plus grand nombre. Elle peut être souveraine, mais pas obligatoirement. Voilà. Et puis, j'ai regardé aussi les données Inspire. Donc, les données Inspire, c'est plutôt des données environnementales, sont en majorité souveraines. Bon, ce genre de classification va évoluer dans le temps au fur et à mesure que le rapport parlementaire infusera dans les esprits et se diffusera. Alors, après la définition, on passe au domaine de la production de la donnée souveraine. Deux objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la coordination de la production de données au sein des services de l'État. Voilà. Chaque service de l'État constitue, un par service, des silos de données. L'idée étant de casser tous les silos, quels qu'ils soient, et sans a priori. Donc, l'IGN est un service de l'État qui produit de la donnée, notamment le RGE, de la donnée socle. Et on a constaté effectivement une multiplicité de données métiers qu'il conviendra de recenser. Ce qui est souhaité aussi, c'est que la donnée souveraine puisse être coproduite entre les services de l'État et l'IGN. Voilà.
Alors notamment, donc on a déjà des expérimentations, hein, notamment avec, on a l'amélioration du référentiel parcellaire graphique qui est confié à l'IGN par le ministère de l'Agriculture. C'est presque une nouvelle mission de l'IGN. Et puis la constitution de géosocles pour la défense. Vous avez aussi des coopérations qui commencent à naître depuis quelques années avec le ministère de l'Intérieur, ce qui est nouveau, donc notamment autour de l'agglomération et l'agrégation des points routiers et des points kilométriques qui étaient détenus par chaque référentiel routier départemental géré par un conseil départemental. Donc voilà, tous les conseils départementaux ont été invités par l'IGN et la DSCR à faire remonter ces données de manière à ce que l'IGN puisse les agréger. Et maintenant, ces données sont visibles dans le géoportail et font partie intégrante du référentiel à grande échelle. Le deuxième aspect concernant la production de la donnée souveraine, c'est une coopération accrue entre les collectivités territoriales et les privés en charge d'une mission de service public. Alors là, ça va se faire au travers de projets communs. Donc, pour notre part, on imagine par exemple que la France un jour sera couverte par un socle, disons, plus, donc l'équivalent d'un modèle numérique tridimensionnel qui pourra servir à des maquettes 3D, à l'aménagement, au risque, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers un socle de données 3D tridimensionnelles les plus précises possibles. Ça ne peut pas être produit uniquement par les services de l'État. Les collectivités commencent à produire, les grandes collectivités commencent à produire ce genre de données. Et il est intéressant que ces données puissent être, une fois produites, agrégées nationalement dans un endroit de manière à faire sens pour les entreprises privées qui voudraient faire des services à partir de ces données. Voilà, donc on a cette volonté, nous, de coopération. Alors, il y a aussi d'autres grands projets. Donc, c'est notamment, le plus visible, c'est les avions IGN, hein, parce que c'est toutes les orthos, les prises de vue aériennes. Donc, les coordonner mieux, voilà, en fonction des besoins de chaque territoire. On réfléchit aussi à apporter une réponse pour le véhicule autonome. Donc là, l'IGN est fortement sollicité à nommer quelqu'un en charge de ce dossier, et la même réflexion est en cours pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc ça, ce sont des grands projets qui sont menés au niveau national et qui vont demander des efforts de la part de l'IGN pour répondre à ces donneurs d'ordre. Alors, le rapport prévoit aussi a fait un peu un état des lieux des acteurs de l'information géographique et a redéfini, ou en tout cas donne des indications au nouveau rôle de l'IGN dans cette production de données souveraines. Bien entendu, un recentrage, hein, l'IGN est un établissement public qui est soumis à des contraintes budgétaires dans un domaine, voilà, donc ça tout le monde le sait. Donc le rôle de l'IGN, ça va être de se recentrer sur les données socles, donc il produit naturellement et dont c'est la mission principale. Donc la géodésie, les ortho-images, les modèles numériques de terrain, l'inventaire forestier. L'IGN se concentrera aussi sur des référentiels qui sont liés à l'application des politiques publiques. Donc par exemple le RPG pour les aides à la PAC, la RPCU, donc le cadastre unifié pour les politiques foncières fiscales. Et par exemple, le dernier né, la BD Topage, qui va être visible, puisque nous faisons un BD Topage Tour France entière, c'est pour la politique de l'eau. Il est souhaité que l'IGN joue un plus grand rôle dans le pilotage et l'accompagnement et le déploiement du PCRS, le plan de corps de rue simplifié. Je ferai un focus d'une diapo dessus. Nous interviendrons sinon en agrégation, en certification des bases de données qui sont produites localement, mais qui ont vocation à être agrégées nationalement. Nous allons développer aussi la politique de production collaborative. Donc, l'IGN, par son action en région, a depuis de nombreuses années une politique de partenariale envers certaines collectivités, notamment les SDIS, ou les grandes agglos qui ont des jeux de données à nous fournir pour alimenter notamment la base adresse nationale ou le RGE sur la composante routière. Voilà. Donc, cette politique de production collaborative, elle va être au cœur de la nouvelle stratégie de l'IGN, de son positionnement. C'est ainsi que, parallèlement à ce déploiement de la production collaborative, nous allons aussi accompagner plus fortement les producteurs et les utilisateurs de bases de données géographiques et de géoservices, pour faire le lien un peu avec la thématique de la journée. Voilà. Et puis évidemment, l'IGN sera attendu sur la diffusion au travers de la géoplateforme. Donc voilà. Les deux derniers items, développer la production collaborative et accompagner les producteurs d'images, ça a déjà commencé dans la restructuration des directions interrégionales, puisque une partie des personnes qui faisaient de la collecte de données
donc aller chercher de la donnée nouvelle sur le terrain pour alimenter le RGE sur certaines composantes. Une partie de ces personnels peut encore, mais au moins, on va dire 10-15%, ont basculé sur la notion de poste d'expertise et d'accompagnement sur la donnée. C'est-à-dire que beaucoup de gens utilisent les géoservices, et nous, notre devoir, c'est aussi de répondre à ces demandes qui viennent de tous les horizons, et pas forcément des sigistes. Voilà. Donc, je vous parlais du cœur de la stratégie de l'IGN sur la coproduction des données. Donc, je ne sais pas si certains ont déjà vu ce schéma. Alors, à gauche, vous avez le schéma actuel de production, c'est-à-dire que vous avez les référentiels nationaux, produits par l'IGN essentiellement. Vous avez une couche de services collaboratifs, donc l'espace collaboratif, ma carte, voilà, quelques outils qui ont été développés pour la politique collaborative, qui sont en surcouche. Et puis après, les autres bases de données viennent s'interconnecter ou alimenter le cœur de données IGN. Voilà. L'idée, c'est de transformer ça et de mettre le collaboratif au cœur du système. Et à ce moment-là, l'IGN sera un des acteurs de la production de données, mais parmi d'autres. On n'aura plus les messages que j'ai eu entendus, souvent en disant « Ah oui, l'IGN, vous êtes bien gentil », surtout il y a quelques années, « l'IGN, vous êtes bien gentil, on vous alimente en données, puis après, c'est pour mieux nous les revendre. » Voilà. Bon, depuis 2011, c'est quasiment fini pour la sphère publique. Il reste quelques bases de données où il y a encore un enjeu je dirais, économique, en termes de licence. Mais vous verrez que la stratégie nationale voulue, c'est d'aller vers l'open data jusqu'à l'horizon 2022, donc à la mandature. Donc on place les services collaboratifs au milieu, et après, il y a les référentiels nationaux viennent alimenter, mais aussi les autres bases de données et l'IGN. Toujours pour coproduire les données, donc un peu les missions que nous, on se donne à court terme, c'est poursuivre les démarches collaboratives engagées, la BD topage sur l'eau, la BD incendie, feu de forêt. Ce n'est pas forcément des données que beaucoup de gens connaissent, mais on entretient ces bases de données par la remontée, l'agrégation de toutes les remontées des sources de feu et de là où il y a eu un feu avec ce que nous remontent les SDIS et la DRAF. J'ai parlé des points routiers pour le ministère de l'Intérieur, le PDIPR qui est plutôt dans les conseils départementaux, donc itinéraires de randonnée, qui pourront venir alimenter les cartes touristiques de l'IGN. Bien évidemment, la base adresse nationale, où les discussions ont repris au niveau national entre les acteurs. Et puis, continuer, nous, le développement et l'accompagnement de nos portails thématiques, IGN Rando, Géoportail de l'urbanisme, guichet métier, etc., etc. Et puis, on compte activer ou relancer les projets suivants. Donc, la base des ERP, établissements recevant du public, une collaboration accrue avec l'INSEE, des bases de données sur les bocages, sur les dessertes forestières. Donc, il y a déjà des projets, il y a des collaborations avec des acteurs publics. Donc, ça, on le déroulera au fur et à mesure. Et puis, évidemment, on pense quand même à la mise à jour de la base de données forêt, mais on attend un financement. Et évidemment, on est lancé aussi, on est orienté sur la production d'une occupation du sol national à la demande du ministère, auquel on répond bien entendu. Alors, un focus sur une future base de données qui est appelée à devenir souveraine, c'est le plan de corps de rue simplifié. Alors, je rappelle très rapidement le contexte, c'est l'arrêté d'été des ICT, intention de commencer des travaux ou démarrage de travaux. L'idée, c'est de ne pas péter les canalisations ou de couper la population en coupant le câble Internet. Voilà. Donc deux aspects, un géoréférencement des réseaux sensibles, ça c'est par celui qui a le réseau, et le deuxième aspect, qui est un peu moins connu, mais qui commence à l'être et qui va devenir prégnant, c'est l'obligation d'avoir le meilleur plan possible pour donner l'environnement du réseau qui vient d'être géoréférencé. Parce qu'un réseau géoréférencé, tout seul, à moins que la pelleteuse ait un GPS à droite et à gauche du godet, elle ne saura jamais trop, elle préférera se localiser par rapport à un immeuble, par rapport au fil d'eau d'un trottoir. Donc c'est ça le plan de corps de rue simplifié, c'est une description de l'environnement du réseau sur certains éléments. Donc tout ça a été défini au sein du CNIJ. Voilà. Et donc comment on peut faire ce PCRS? Parce que le PCRS c'est 2026 et il faut le faire de façon massive. Alors il y a deux solutions, il y a des levées de géomètres où on arpente le terrain. Vous avez du mobile mapping qui est un peu plus rapide avec d'énormes bases de données, puis c'est du LIDAR et des photos. Et puis après, vous avez une autre solution, puisque la loi le prévoit, c'est un plan de corps de rue simplifié image. Et là, à partir de ce moment-là, c'est des solutions par des avions et des prises de vue aériennes photogrammétriques.
Et bien entendu, l'IGN souhaite et doit pouvoir jouer un rôle dans l'établissement de ce plan de corderie simplifié par département, dans la mesure où nous avons un potentiel aérien et une politique de prise de vue aérienne régulière qu'il conviendra peut-être à terme de mutualiser avec des opérations PCRS sur les territoires qui ont la capacité de les financer, puisque là, on sera en co-construction avec des financements IGN, des financements des opérateurs de réseau, les plus intéressés, Enedis, GRDF, Terega pour le Sud-Ouest, et puis, évidemment, l'ensemble des collectivités territoriales. Merci. Et donc, cette donnée-là, évidemment, sera à la fois souveraine et en open data, de manière à... Je vais te dire, hein, de manière à utiliser au mieux l'argent public, évidemment, et favoriser la construction de services sur cette nouvelle base de données. Voilà. Alors, le PCRS, les collectivités ont déjà commencé. Alors, soit une agglo, soit une communauté de communes, soit un syndicat des eaux, peut-être un département en Vendée. Voilà. On a plein d'initiatives éparses, mais ça reste des initiatives éparses. Voilà. Nous, on s'inscrit dans une démarche de mutualisation de l'ensemble des acteurs intéressés par ces données-là. Et après, on se propose ou de faire la prise de vue aérienne, ou alors d'accompagner la collectivité qui souhaiterait faire une prise de vue aérienne personnalisée, etc. etc. Donc, une fois qu'on a défini, produit et coproduit les données, il faut la diffuser. Alors, diffuser la donnée souveraine. Là, j'aborde un concept, le concept des géoplateformes, qui est né au milieu de l'année dernière au sein de l'IGN, qui a été demandé dans la lettre de mission du ministre Hulot à son directeur général de l'IGN, en disant, voilà, à l'IGN de réfléchir aussi à une géoplateforme qui rejoindrait ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire là, et là je me perds, c'est l'État plateforme, voilà. Hein. Donc participer à la construction de services publics numériques accessibles au plus grand nombre et qui facilitent la vie de tout le monde. Alors la géoplateforme, il faut l'imaginer comme le géoportail puissance 2 ou puissance 3, ça dépendra de ce que l'on aura à l'arrivée. Donc on a reçu, il a été élu au Fonds de transformation de l'action publique 2019, donc c'est 2018, donc c'est une belle reconnaissance. C'était le projet du ministère de l'écologie, il n'y avait pas d'autre, et donc il a été retenu. Et validé hein, par Etalab, etc., par la DINSIC, tout ça. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de stocker des données, bien entendu, d'offrir des services de traitement de la donnée. Donc, il va falloir qu'on ait un travail, mais là aussi, ce sera un travail collaboratif, c'est-à-dire que la géoplateforme, elle aura vocation à fournir des services de traitement de données, des données souveraines entre elles. Donc là, on dépasse la capacité, du coup, n'importe quel service pourra, dans une collectivité ou dans un service d'État, même s'il n'est pas sigiste, il pourra aller géotraiter des données, voilà, entre elles. D'où l'importance de l'agrégation des données souveraines. Donc ces services-là, si l'IGN ne les a pas imaginés, mais que quelqu'un ou une société privée les a imaginés, il n'y a pas de raison que cette société ne vienne pas plugger son service pour faciliter encore l'usage des données et le croisement. Donc, ça se veut être une plateforme collaborative et ouverte. Donc, j'y viens. Donc, ce sera un écosystème collaboratif au maximum. Donc, avec une gouvernance ouverte, on pourra quand même gérer ces données. Un lieu où il y aura de la coproduction de données, parce que les référentiels socles pourront être alimentés directement par les producteurs de données. On imagine qu'un maire pourra utiliser un des outils techniques de la géoplateforme pour déposer son plan d'adressage. Voilà, ou un bureau, très bien. C'est fini. Hein. C'est fini. Et puis, évidemment, la géoplateforme se veut un accélérateur de l'innovation. Alors, la géoplateforme, on ne part pas de zéro au sein de l'IGN. Hein. On a déjà appris à faire des infrastructures de données, des infrastructures de données spécialisées qui rendent des services thématiques. Donc, vous avez le portail de l'urbanisme qui a été fait pour le compte du ministère. Vous avez le portail IGN Rando, qui là est plutôt un portail grand public, mais du coup, dans lequel nous avons des briques pour gérer les groupes, les droits, qui peut accéder aux données ou pas, est-ce que c'est ouvert, pas ouvert. Voilà. Donc vous avez une deuxième diapo sur la géoplateforme, donc c'est un peu de la redite. Hein, mais vous avez toujours le triptyque données, services, gestion des accès, et puis on rajoute aussi les sites dont j'ai parlé, les applications, évidemment,
calcul d'itinéraire, etc. Dessin de son chemin de randonnée. Voilà. Donc des applications simples qui existent déjà au sein du géoportail. En fait, si on va un petit peu chercher, on va trouver ces géoservices-là. Voilà. Et puis la dernière diapo, on va parler un peu d'argent. Comment financer la donnée souveraine? Le principe de la gratuité de la donnée publique est érigée en principe. Donc toute production de données doit nécessairement se finir par une diffusion en open data. Alors l'IGN a, à titre exceptionnel, pour lui donner le temps de réfléchir sur son modèle économique, d'absorber les éventuels manques de licences sur données sur étagère, puisqu'à l'horizon 2022, le catalogue sera gratuit. De manière à ce que tout le monde puisse utiliser les données le plus largement. Donc ça, c'est un vœu du gouvernement et nous, on s'y pliera. Et sans mettre en jeu notre modèle économique, parce que sinon, si vous avez des problèmes, l'établissement public, il finit par disparaître. Voilà, et nous, on n'a pas du tout envie, et je pense que l'État n'y a pas intérêt non plus. Et puis, donc, on va privilégier une licence ouverte, celle d'Etalab, plutôt que des licences contaminantes, type ODBL. Fini.